Salut à tous. Salut. Hey, salut. C'est Salut. bien ça. Salut, comment ça va? Ouais, on est perturbé parce que ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait en live, où on est côte à côte. Donc voilà, ça perturbe, c'est normal. Épisode 21. Ça aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode de Tatami Connexion numéroté, avec 4 mois de délai entre le dernier et celui-ci. Donc là, épisode 21, on va parler d'un sujet qui revient beaucoup trop souvent dans les discussions et surtout qui crée beaucoup trop de conflits. Et on va voir que finalement ce conflit est complètement inutile. La transition entre le gi et le no-gi, ou l'inverse, quelle transition est la plus simple? On va essayer de débattre là-dessus. Donc, en JJB, la pratique est divisée en deux catégories, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, entre le kimono et le sans kimono. Certains pratiquants se cantonnent à une seule catégorie, il y en a qui ne veulent entendre parler que du no-gi ou que du gi, et d'autres naviguent entre les deux, mais quelle est la transition la plus facile et la plus naturelle? Nous allons essayer de tenter de répondre à cette question. Mais avant ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, mais pensez à vous abonner. À liker. À liker, à commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Ça nous fait plaisir, surtout pour les UFC où vous êtes vraiment dans l'attente des analyses pronostiques. Donc voilà, c'est là où ça parle le plus. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis, n'hésitez pas à rebondir et surtout à vous abonner parce qu'on a plus de personnes qui nous écoutent que de personnes qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas. Ça monte petit à petit, mais ça serait bien qu'on explose, les gars. Ça nous motiverait à continuer encore plus, quoi. Donc allez-y, un petit like, un petit abonnement sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Donc, pourquoi on s'est posé cette question à la base? Alors, je vous cache pas, quand je vais dire la question est d'actualité, elle était d'actualité quand on s'est posé la question. Ouais, c'était il y a 4 mois, quoi. Non, peut-être pas, mais en tout cas, on a mis du temps à sortir cet épisode. On a sorti 2, et en fait, il y a eu tellement d'épisodes qui étaient plus naturels à sortir avant, notamment d'actualité avec celui de la CFJJB, qu'on a mis du temps à faire celui-là, et puis de toute façon, il est intemporel, hein. La question elle était d'actualité car il y a eu un moment où Gordon Ryan a déclaré que le no-gi était en passe de remplacer le gi. Mais en France, voilà, on va dire qu'à l'international c'est un peu la tendance, j'ai l'impression, surtout aux États-Unis. Mais par contre, en France, on reste vraiment des puristes du kimono et on a eu il y a quelques temps quoi. Sur, tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand? Léon Larmand qui a montré son amour du gi, qui l'a posté, et voilà, qui a dit que la transition elle était plus facile du gi vers le no-gi que l'inverse. Donc voilà, on a décidé de parler de ça. On Ouais. commence? C'est parti. Bon. Donc, déjà le constat de base. À première vue, si on vous pose la question, c'est sûr qu'à 90% du temps, le constat, c'est beaucoup plus facile de passer du gi au Onogi. no-gi. Ça, c'est une réalité, entre guillemets, enfin, on va voir si c'est vraiment une vraie réalité. Mais en tout cas, c'est comme ça, de prime abord, on se dit, voilà, passer du gi au no-gi, c'est plus simple parce que, effectivement, on retire la veste, le jeu reste le même, il y a beaucoup moins de contraintes parce que, justement, il n'y a pas le kimono, donc le panel technique, il est moindre. Mhm. Et c'est pour ça que la transition, elle est plus facile. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh ben, on va en parler. Eh bien, allons-y. En fait, moi, la première chose quand j'ai réfléchi à la question, je sais pas pour toi, mais ça a été de me dire, mais ouais, mais tout dépend du niveau, en fait. Déjà, toi, tu fais les deux. Moi, je fais les deux. Voilà. Moi, je fais les deux, mais j'ai une préférence folle pour le no-gi. Ça, c'est une réalité. Ouais. Toi, tu ne fais presque que du no-gi. Que du no-gi. Tu viens mettre la veste. Je de mets la temps en veste temps. vraiment à l'occasion. Voilà. Vraiment à l'occasion. Mais parce qu'on t'a offert un kimono. Mais On m'a offert un kimono. Je Non, me le t'as suis pas offert, acheté, tu mon t'es kimono. Personne m'offre rien, moi, tu merde. t'es offert un kimono. Voilà. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, on met la veste tous les deux et tu vois la différence. D'ailleurs, Ouais. ça serait intéressant que toi, tu nous dises justement quand tu passes de l'un à l'autre, Ouais. qu'est-ce que t'en penses, quoi. Moi, je pratique les deux, donc forcément, j'ai moins ce truc puisque je pratique constamment les deux. Je fais Mhm. partie des gens qui font les deux disciplines. Donc forcément, j'ai l'habitude de naviguer dans les deux eaux. Et ça me gêne pas, la transition elle est très facile pour moi parce que je pratique les deux. Néanmoins, je pratique beaucoup plus le no-gi que le gi et je suis beaucoup plus à l'aise dans cette discipline. Ouais. D'ailleurs, on me dit souvent que même en kimono, je fais du grappling en C'est ça. en Est-ce kimono. que t'as le même jeu dans les deux
C'est un peu similaire. De toute façon, mon jeu en kimono, il est très simple. Il est vraiment très simple, c'est du col-manche, un peu de l'appel, mais aucune. Enfin, tu me verras presque jamais en spider, en warm guard ou ce genre de choses. Mon jeu est très très basique. Ouais. Jujitsu old school. Qui revient d'ailleurs à la mode, grave. Mais bon. Donc voilà. Donc moi la première chose qui m'a percuté en fait quand la première réflexion que je me suis faite quand j'ai mis sur le papier le sujet, c'est au niveau du niveau de pratique. Ouais. Parce que on est d'accord que en fonction de si on a pour objectif de faire les wards ou si on est juste un combattant lambda loisir ou même compétiteur mais de bas niveau, est-ce que ça a la même implication? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que le niveau technique qui va nous être imposé en kimono, par exemple, puisqu'on dit que le kimono, la transition, elle est plus dure, mais est-ce que si je fais une compète locale, enfin, tu vois, est-ce que le niveau en face en kimono est tel que je ne pourrais pas m'en dépêtrer? Bah après, ça dépend toujours de l'adversaire sur qui tu tombes. Mais On est d'accord. de manière générale, je pense que non. Plus le niveau est bas, plus tu peux t'en sortir. C'est ça. D'ailleurs, on voit les sons de cloche, je sais pas, j'ai le souvenir de Léo, Nogueira. Comment il s'appelle? Pas Léo Zada, son frère. Pequeño. Pequeño qui avait expliqué que dans le passé, il avait fait, quand il était jeune, pour prouver que la lutte à livrer, elle était plus forte que le jiu-jitsu brésilien, il avait fait une compétition en Tanguy. kimono qu'il avait gagnée. Après, je crois que c'était en ceinture bleue. Donc voilà. Encore une fois, on n'était pas en train, il s'est pas testé à faire les worlds. Mhm. Donc voilà, il l'avait gagné, mais effectivement, et puis le niveau technique était peut-être moins important aussi à l'époque. Ouais. Il y avait peut-être moins de finesse technique sur le jeu, c'était peut-être plus basique. Mais moi, le truc qui m'a percuté, pourquoi j'ai pensé à cette histoire de niveau, parce que justement, on parlait de Gordon Ryan qui dit que le no-gi va prendre la place du gi en termes de popularité et que c'est presque déjà le cas. Mais je me souviens aussi d'une annonce où il avait dit qu'il voulait faire les worlds en gi. Ça date, ça. Ça Ça fait un date, moment qu'il en a parlé. bien sûr, mais justement. Et on l'a jamais vu. Et on l'a jamais vu. Et c'est ça le truc, c'est que effectivement, je pense que il a eu les yeux plus gros que le ventre et que l'événement était beaucoup trop gros, qu'il s'est mis à mettre la veste parce qu'on l'a vu, on Mhm. l'a vu mettre la veste, notamment avec Craig Jones et tout ça. Et je pense qu'il s'est vite rendu compte que ça allait être beaucoup trop compliqué, que tout son système de jeu allait être, comment dire, enrayé. Peut-être pas forcément annulé. Je pense pas qu'il aurait perdu tous ses combats. Mais de là à aller choper le titre et avoir Ouais. cette invincibilité, Ça aurait été un bon combattant, mais lambda, quoi, dans la fosse au lion. c'est ça. De là à gagner les Worlds, je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'arriver à ce niveau, enfin, un combattant qui combat en kimono, tout est, on est trop dans le détail, quoi. C'est chaque action, elle est efficace. Tu vois, chaque grip est efficace, chaque étranglement est efficace. Tu vois, il y a pas, si tu fais la moindre erreur, tu pourras pas t'en sortir. Tu vois, Ouais. là où lui est très serein quand il est en nogi, puisque même quand il se laisse prendre le dos, il se laisse prendre dans des soumissions, parce que ses sorties, elles sont tellement bien rodées, et puis il a tellement ce truc où le grappling, quand même, ça glisse, quoi. Il y a une fluidité, et tu peux sortir d'à peu près tout ce que tu veux si tu as la technique pour le faire. En kimono, quand t'es pris, tu peux toujours sortir, mais souvent, quand t'es pris quand même. Ouais. Tu vois. Notamment, je pense à moi, ma bête noire quand je suis en kimono, c'est l'étranglement dans le dos. Enfin, tu sais, le bon enaro, tu vois, quand tu viens saisir le col et que tu viens saisir le pantalon, en général, si je désamorce pas tout de suite, dès que c'est installé, c'est bon, c'est trop tard, c'est fini, quoi. Donc là où quand t'es pris en étranglement dans le dos, en Mataleon, tu peux toujours Ouais. trouver un petit espace, aller dégrafer une main, tu vois, t'as toujours un petit moyen de t'en sortir. Bon, jusqu'au moment où tu tapes, c'est le dernier moyen de s'en sortir. Ou tu dors. Où tu dors. Mais en tout cas, voilà, on a vu des comebacks beaucoup plus importants en no-gi sur cette position quand l'adversaire est dans le dos qu'en gi. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu es dans une pratique lambda, à mon sens, moi, c'est pas. En fait, t'as moins de choses à prendre en compte pour devenir bon, entre guillemets, en gi. Si tu sais faire juste sauter les grippes, par exemple, tu mets la veste un petit peu, voilà.
on t'apprend à faire sauter les grippes. Mhm. Faire péter une manche, faire péter un col, voilà, ce genre de choses. Bah, en soi, tu peux imposer ton grappling derrière. Mais c'est ce que je fais, moi, quand je tourne. Quand Ouais. je mets la veste. C'est ce que je fais. Je suis beaucoup plus défensif qu'offensif. Ouais, En grappling, en nogi, je suis plus offensif. Quand j'ai le kimono, je suis très défensif. Mais j'arrive plus ou moins à m'en sortir comme ça. oui, parce que c'est ce que je t'avais Voilà. dit de faire. De toute façon, Ouais. c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Dans le sens où effectivement, comment dire, quand tu es attaquant, quand tu pars dans la partie offensive et que tu es en kimono, en fait, tu n'as pas besoin d'utiliser la veste. Ça te sert à rien. Ton jeu, tu peux le mettre en place. Mettre un jujigatame, que ce soit en gi ou en nogi, c'est un jujigatame. Mettre une clé de jambe, c'est une clé de jambe. Mettre un étranglement dans le dos, c'est un étranglement dans le dos. Même si guillotine, étranglement dans le dos, quand il y a le kimono, c'est un compliqué. peu plus compliqué. Parce que ta veste te gêne, parce que la veste de ton adversaire te gêne. C'est là où ça vient glisser sous le cou directement. Là, il faut faire avec le col qui est épais, qui empêche de rentrer, avec notre veste qui est épaisse, qui empêche de Puis de pour se glisser défendre, sous la la mâchoire. personne, elle attrape ton ki, mais elle peut tirer plus facilement ton bras. C'est ça. Toi, dis-moi, c'est quoi, par exemple, ce qui vraiment te gêne quand tu es en kimono? C'est que je sens pas le danger, en fait. Je sens pas le danger arriver. Je réagis trop tard. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des grippes que je laisse, ouais, parce que pour moi, il n'y a rien. Et puis d'un coup, je suis embarqué dans un renversement. d'accord. Ouais, ouais, je pense notamment à des grippes comme le lapel qui serait glissé sous la Ouais, cuisse. tu vois, des trucs. Parce que je sais que ça, tu me laisses l'installer souvent et effectivement, Et après, je me retrouve vite en galère. Alors, des fois, j'arrive à m'en sortir, mais je devrais pas me retrouver dans cette position. non, tu devrais désamorcer avant. Ouais. Mais est-ce que tu verrais un positionnement, un grip au sol ou quelque chose au sol qui est presque spécifique à la discipline du no-gi, qui pourrait aussi piéger quelqu'un qui fait du gi? J'y ai pas réfléchi là, j'y pense là comme ça. Je me dis, est-ce que ça se trouve ou pas ça? Difficile. Est-ce que ça se Dit trouve comme ou ça. pas? Clé de jambe. Ouais, les clés de jambe. Mais bon, les clés de jambe, elles sont aussi dures à placer, hein. Tu parles encore en kimono? Ouais. Non, je veux dire quelqu'un qui ferait la transition, qui viendrait du gi, qui fait que du gi et qui viendrait en no-gi. Ouais. Ah, quelqu'un qui. Attends. Il fait du gi. Il vient en Il no-gi vient en nogi. et il se retrouve dans ta situation quand toi tu mets la Ok. veste. Des situations où sa pratique du gi ne l'a pas préparé en fait à ça. Ah oui, les clés de jambe. Après, ça dépend du niveau encore. En ceinture noire, logiquement, ça devrait gérer. Même si, on Ça, voit que les ceintures noires, elles gèrent pas forcément les clés de jambe. ça commence à venir. Là dans le jeu, ça commence à venir, mais je vois de plus en plus de gens qui s'y attaquent. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était compliqué. C'était méconnu, et les gens en avaient peur et c'était même très mal vu de les Ouais. pratiquer en club. Donc ouais, il y a les clés de jambes, les étranglements, notamment les guillotines, tu sais, Mhm. parce que justement c'est moins attaqué en kimono. Euh, et après, moi, ce que je remarque, alors c'est de l'ordre du, on va dire que c'est pas quelque chose de vraiment concret, C'est du ressenti. mais c'est du ressenti. Mais souvent tu sais, le fait que le combattant veut se raccrocher à un grip et qu'il n'y ait pas ce grip. Tu vois, vraiment ce manque de saisie. Et donc, ce qui fait que des fois, ils vont se laisser renverser ou passer, tu vois, enfin, ou alors eux vont même rater leur action, c'est leur passage ou n'importe quoi, parce que justement, ils n'ont pas ce grip qu'ils ont l'habitude d'avoir et qui va soit fixer l'adversaire, soit l'empêcher de passer, et là, c'est de l'ordre de la subtilité, tu vois. Mais vraiment, à chaque fois, c'est ce ressenti. Quand il y a quelqu'un qui vient du kimono et qui vient au no-gi, il me dit, oh là là, tu le sens perdu parce que lui-même perd ses grips. Ouais, alors qu'il pourrait les remplacer par un autre grip, hein. Mais s'il l'a pas en tête. Parce que tout est plus ou moins adaptable. Oui, Un mec qui a un jeu en berimbolo, il peut faire son berimbolo en nogi. bien sûr. Faut juste qu'il remplace sa saisie par une autre saisie. Il m'arrive même je fais plus souvent de la spider en no-gi qu'en gi. Donc Ouais. tu peux le transposer. Alors Mais après, si tu t'auras- l'as pas t'auras travaillé- tout le jeu. Tu feras pas du lasso, tu feras pas tout ça, mais tu peux mettre une jambe en spider, par exemple, pour
par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, mais spider de l'arrivée inversée, avec un crochet de l'arrivée inversée de l'autre côté, c'est très gênant. Et si tu as une bonne saisie, si tu grippes bien au niveau du poignet et tout ça, tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire et tu peux même actionner, créer des actions-réactions grâce à ça. Donc tu peux transposer un peu tout le jeu. Hein. Un peu tout le jeu dans une certaine limite, Ouais. bien sûr. Ouais, c'est faisable. Donc, sauf que tu n'auras pas la subtilité. Et si tu n'as pas cette gestion du grip, là par contre, tu ne pourras pas le mettre en place. Donc ouais, non, je pense que vraiment, si tu es sur un niveau lambda, les choses à gérer sont faciles à mettre en place. Tu vois? Ouais. Honnêtement, je te dis, voilà, faire sauter des grippes, je suis sûr que tu l'as déjà fait d'ailleurs, tu as déjà fait Mhm. une compétition en kimono, et honnêtement, tu as gagné des compétitions en kimono à un bas niveau, mais alors que tu mets jamais la veste. Ouais. Donc voilà. Si on essaye d'être vraiment factuel, moi j'ai essayé de mettre en place les choses en fait qui diffèrent entre le gi et le no-gi, et l'inverse, entre le no-gi et le gi, pardon. Donc on va commencer entre le gi et le no-gi, la transition. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Un rythme qui est plus soutenu. En nogi. Oui, là je viens Ouais. du gi, je vais au no-gi. Je remarque quoi? Un rythme qui est beaucoup plus soutenu. Ouais. Parce que effectivement ça glisse, Pas de saisie. il n'y a pas de saisie, il y a beaucoup plus de... Après, on parle en général. Hein. Il y a des combats de gi qui sont hyper explosifs, Bien sûr. mais en règle générale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, parce que ça glisse effectivement. Il y a beaucoup plus d'attaques de soumission. Mhm. Donc ça je le remarque. Il y a des contrôles différents parce qu'on ne peut pas saisir la veste, le pantalon, le col, tout ce qui sont les outils du kimono. Le cou et les chevilles sont beaucoup plus prisés. Ouais. Et donc ça perturbe énormément le jeu. C'est-à-dire que quand je parle qu'il y a plus d'attaques de soumission, en no-gi, bon c'est valable en gi aussi, hein, mais les attaques de soumission servent à créer du jeu. Quand tu attaques une cheville, c'est pas forcément pour la finaliser. Tu peux attaquer une cheville pour renverser l'adversaire, par exemple. Quand tu attaques le cou, c'est pas forcément pour finaliser. Ça peut être aussi pour passer une garde. Ouais. Ou alors pour renverser. Ou alors, enfin tu vois, il y a vraiment ce truc où comme on a moins de levier entre guillemets que le gi avec la veste, avec le pantalon, avec tous les grips qu'on peut Il avoir. faut créer de l'action. Il faut créer de l'action et donc attaquer une soumission, attaquer une cheville, attaquer un coup, attaquer une kimura, c'est beaucoup plus. Ça sert, en fait, il faut voir la chose beaucoup plus large que d'attaquer forcément une soumission. Pour soumettre. Je ne dis pas que c'est pas le cas non plus dans le gi, hein, mais tu le ressens un petit peu plus dans le no-gi. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas mis là, mais que je pourrais rajouter? Le nombre de soumissions, par contre, est beaucoup plus réduite, à mon sens. En nogi. En no-gi. Oui, bien Ouais. sûr. Ouais. Le nombre de soumissions est beaucoup plus réduite. Et pas forcément, quand je dis ça, pas forcément, je retire les soumissions faites avec le kimono, hein, avec la veste. Mais je pense qu'on se concentre à terme sur très peu de soumissions. En nogi. Ouais. Clé de jambe, étranglement, kimura, Americana kimura. Ouais. Mais Et tu vois d'autres soumissions Ouais. Omoplata. En kimono, je parle. Alors l'omoplata, alors ça veut pas dire que tu peux pas mettre d'omoplata, que tu peux pas mettre de triangle, que tu Bien peux pas sûr. mettre de juji. Mais c'est beaucoup On en plus met. difficile d'en mettre en nogi. C'est ça. Les sorties sont beaucoup plus simples. Donc tu les mets, bien sûr que tu les mets. Le juji, par exemple, pour l'attaquer de la garde fermée, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de l'attaquer quand tu as tes grippes. Tu vois, quand tu viens vraiment saucissonner ton adversaire. L'omoplata, tu peux l'attaquer de mille et une manières. Notamment, je parle en gi là, hein, quand tu as je sais pas moi, quand tu fais du lasso. Quand tu fais du lasso, l'omoplata il s'induit vraiment facilement, tu vois. Le triangle, pareil, quand tu es en spider lasso, le triangle il monte avec beaucoup de force. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécialistes du triangle, du juji et de l'omoplata. Moi, c'est des soumissions, du fait que je fais beaucoup de kimono, c'est des soumissions que je mets beaucoup aussi en nogi. Il n'y a pas de problème. Mais je remarque quand même, en règle générale, on est vraiment sur de la globalité. C'est les soumissions qui sont les plus utilisées, c'est clé de jambe, guillotine, étranglement dans le dos et kimura americana.
Ouais, je suis d'accord. Et clé de coude. Clé de coude, tu sais, le bras en extension. Ouais. Il y en a beaucoup aussi. Parce que c'est des soumissions qui sont faciles à mettre en place et justement qui, encore une fois, sur lesquelles on se recentre, parce qu'on l'a dit juste avant, parce qu'elles permettent de créer du jeu. Donc, effectivement, pour ceux qui disent que la transition, le panel technique, il est plus bas, oui, mais encore. Ouais, moi aussi, je pense qu'il est plus bas. Enfin, il est plus bas. La variété technique La est plus variété basse. technique est plus basse. Maintenant, les mille et une manières de les mettre en application. Voilà, après, c'est autre chose. C'est ça. C'est qu'il faut arrêter de croire que le grappling d'aujourd'hui, on va dire grappling ou nogi, voilà, c'est le grappling d'hier. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit qu'il y a des techniciens dans le grappling. Et d'ailleurs, sûrement parce que ceux qui ont fait du kimono ont aussi cogité et réfléchi et font évoluer la discipline. On prend Muzumeshi là, qui vient de se lancer à corps perdu dans le nogi. Trop fort. Voilà, et on sent que sa créativité, son kimono, le kimono qu'il a travaillé pendant longtemps et les réflexions qu'il a eues au niveau du kimono, il les a transposées avec des réflexions sur le nogi. Mais c'est quelqu'un qui lui, va chercher à créer quelque chose. Enfin, mais que ça soit dans une discipline ou dans une autre, ça se trouve, il aurait commencé par le nogi, il aurait cherché à faire évoluer le nogi de la façon la plus technique possible. Ouais, mais est-ce que s'il avait commencé par le nogi, il serait venu au gi après? Tu vois? Est-ce que on a déjà vu ça? Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui aurait Parce commencé que par le nogi et qui un mec serait qui mis fait au gi? du gi, c'est quasiment tous, hein, Ouais. ils vont à la DCC, ils performent plus ou moins, même s'ils gagnent pas. Mais l'inverse, on l'a jamais vu. Alors, est-ce que c'est une question de niveau, ou est-ce qu'il y a tellement peu de choses à gagner en soi en gi que les mecs veulent pas faire la transition? Alors c'est le cas aujourd'hui, tu parles financièrement? Ouais. Ouais, non, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas plus à gagner, Ouais, moins en à nogi. gagner en nogi Ouais, qu'en gi. voilà. Et je pense qu'en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas d'intérêt. En fait, il y avait très peu de gens qui faisaient presque que du nogi. T'avais les mecs de la luta, Tout le monde faisait du gi, j'ai l'impression. mais tout le monde faisait du gi. Même Parce les que, mecs du MMA faisaient du gi. bien sûr, Ce qu'on retrouve de moins en moins. il y en a encore. Il y en a encore, mais ça Mais devient c'est de plus en plus plus pour la rare. photo. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est plus pour la photo en ceinture blanche que pour autre chose. C'est exactement ça. Mais oui. Non, mais je pense qu'à l'époque, justement, et malheureusement, enfin, on en a déjà parlé, mais en France, malheureusement ou heureusement, enfin, j'en sais rien, tu vois, je veux pas mettre de jugement là-dessus, mais en France, on est resté plus sur l'idée que le gi était la catégorie reine, tu vois. Donc, et j'ai l'impression que ça a été démystifié dans le reste du monde. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, vraiment, on avait cette impression où si tu voulais exister, si tu voulais montrer que tu étais le meilleur, il fallait que tu le fasses en kimono. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est donc effectivement, il y en avait qui faisaient la transition vers le nogi parce que voilà, il fallait que les deux disciplines existent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas aussi parce que l'intérêt est moindre? Tu vois? J'ai pas compris. J'ai pas. En gros, à l'époque, tu faisais du kimono parce que voilà, tu voulais montrer que tu étais le meilleur parce qu'en kimono, tu es le meilleur. Ok. Ouais. Tu faisais du nogi parce que tu avais la possibilité de le faire. D'ailleurs, les catégories n'étaient pas bien pleines, hein, on va pas se mentir. Mais tu avais des gens qui avaient quand même cette sensibilité pour le nogi, donc ils le faisaient parce qu'ils kiffaient ça. Après, tu avais la DCC où il y avait des gens qui allaient retirer la veste parce que la DCC, ça a toujours été quand même une compétition de prestige. Ouais. En sachant que au début, c'était quand même une grande partie des mecs du MMA. Mais au début, c'était une grande partie des mecs du MMA. Des mecs du JIB, mais qui faisaient du MMA. Oui, c'est ça. Ouais. Donc Les il y Ricardo avait Arona et cette compagnie. sensibilité pour le Voilà. nogi. Et cet intérêt aussi, parce Tu que vois, forcément. c'était. Ouais. Mais Ça leur ressemblait. aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui fait du nogi a un intérêt à passer au gi? C'est-à-dire, est-ce que le manque de passage de passerelle pour quelqu'un qui ferait que du nogi, qui commencerait que par le nogi, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué à mettre en place ou est-ce que c'est parce que quel est l'intérêt? C'est la question que je t'ai posée au tout début. Ouais. Et on y J'ai revient. répondu par une question. Ouais, par la même. J'ai fait une réponse de politicien, les amis. Tu m'as embrouillé là. Et là, je t'ai embrouillé. Et je vous ai tous embrouillé en plus. Non mais ouais,
Non, mais parce que tout le monde doit se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est compliqué ou est-ce que c'est vraiment parce que Il y a rien à gagner. parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à gagner entre guillemets. C'est-à-dire que oui, tu vas gagner les titres, mais les titres ils sont aussi là maintenant en nogi. Le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse cette discipline, il y a de plus en plus de valeur. Les événements pay-per-view, ils se font en nogi, Exactement. principalement, donc l'argent est là-bas. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une fuite vers le nogi. Est-ce que il y a la DCC aussi qui prend de plus en plus d'ampleur? En soi, on en parle. Avant, on n'en parlait que au moment de la DCC. Maintenant, on en parle tout le temps. Ouais, mais parce qu'il y a aussi des personnalités qui vont amener ça. Il y a des personnalités qui ont amené ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais mon argument, mais je l'ai plus. Mais c'est pas grave. C'est un argument que j'avais déjà donné, mais bon, c'est pas grave. Donc la question, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt? Oui, c'est ça. Le règlement qui n'est plus le même entre le gi et le no-gi. Parce que maintenant, tu as les clés de talon, à l'IBJF, je parle. On en a déjà parlé, mais le règlement, il a changé. Donc, est-ce que aujourd'hui, on a vraiment un intérêt à faire la transition? Est-ce que c'est utile? Est-ce que les gens en auront l'envie, tu vois, de se retirer, par exemple, une partie du règlement? On parle là en marron noir, hein. On va pas se mentir, on n'est pas avant. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Et puis il y a l'effet de mode aussi. Il y a l'effet de mode. Ouais, on sent clairement qu'on est dans la mode du no-gi là. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que les gens ont un intérêt, surtout s'ils veulent performer dans le no-gi, à mettre la veste de temps en temps? Alors, tu auras toujours des gens qui diront qu'il faut faire les deux, et j'en fais partie, hein, qu'il faut faire les deux parce que l'un apporte à l'autre. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, alors, attends. Je ne dis pas que tu peux pas être le meilleur dans ta discipline en faisant que ta discipline. Maintenant, je suis convaincu, pour l'avoir vécu, que l'un apporte à l'autre. C'est-à-dire que le jiu-jitsu brésilien, tu peux être meilleur si tu fais du no-gi. Enfin, si tu fais du gi, tu peux être meilleur en gi si tu fais du no-gi parce que le rythme qui va changer. Tu vois, tu vas de temps en temps pouvoir attaquer sans te concentrer sur la veste, tu vois. Tu vas pouvoir t'ouvrir d'autres perspectives. En fait, dans un cas comme dans l'autre, tu t'ouvres d'autres perspectives. Tu vois, c'est ça, c'est plutôt là-dedans. Tu vois, tu vas t'ouvrir d'autres perspectives, tu vas découvrir un autre rythme, d'autres techniques, et tu vas, ça peut t'aider justement. Et c'est là où justement, tu vois, on en revient au sujet de tout à l'heure, parce que tu vas surprendre la personne qui ne fait qu'une des deux disciplines. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que dans les deux cas, la transition de l'un vers l'une et de l'une vers l'autre, tu peux surprendre ton adversaire parce que tu auras des techniques de no-gi en gi et de gi en no-gi. Parce qu'on a dit qu'il y a certaines techniques que tu peux transposer même si tu n'as pas la veste. Tu vois. Donc c'est là où je pense que les deux apportent. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne fait que du no-gi ne peut pas être le meilleur. Exemple français, Cocorico, Thomas Loubersan. Numéro 1 IBJJF Black Belt en no-gi. Il a affronté des gens qui faisaient les deux disciplines. Parce que tu vois, il a un jeu très marqué. Il a vraiment son jeu. Oui. Donc lui, il n'aurait aucun intérêt à mettre la veste. Non. Ça lui rapporterait rien. Bah non, il serait complètement perdu. Son jeu, il serait complètement annihilé. Parce qu'il joue sur l'entrée-sortie. L'entrée-sortie, quand tu te fais saisir un col ou une manche, un pantalon, c'est fini. Tu rentres plus, tu sors plus. Donc t'es obligé de dégripper, t'es obligé de désamorcer avant d'actionner. Donc ça ne fonctionne plus. Si on fait la transition dans l'autre sens, on passe du no-gi, on va vers le gi. Donc, ce qu'il faut d'abord, on en parle depuis tout à l'heure, gérer les saisies. Acheter un kimono, non? Hein? Acheter un kimono aussi. Ouais, déjà pour commencer. Déjà, commençons par là. On va passer par Decathlon, on va acheter un petit kimono. Donc, gérer les saisies et surtout le fait de se faire saisir. Ah, c'est relou ça. C'est ça, hein. Moi le plus gros inconvénient c'est celui-là, c'est le fait de Mais même saisir, hein. Tu sais que moi j'ai pas ce réflexe de saisir la manche. Hein. Ouais, mais ça te gêne pas. Non, ça me gêne pas, je peux faire sans. Oui. Mais c'est vrai que le fait de me faire saisir, c'est relou. Ouais, donc c'est bien ce que je dis, c'est vraiment le fait de faire saisir. Parce qu'on disait tout à l'heure, et c'est les erreurs. En fait, tu fais des erreurs. Bah, tu veux tellement faire lâcher que des fois tu vas tirer, c'est quelqu'un qui attrape ton col, tu vas tirer, tu vas reculer ton bus, tu vois. Enfin, t'as pas les bonnes attitudes. Et voilà, et comme tu vas reculer ton bus, tu te fais renverser, tu vas te faire renverser. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a vraiment ça. C'est les leviers, en fait. Il y a beaucoup plus de leviers avec le kimono que sans le kimono. C'est indéniable. Puis c'est dur de faire sauter un grip. Hein. Bien sûr, c'est très dur. Quand t'as pas la bonne technique. Mais des fois, même avec la bonne technique, hein, un mec qui a un bon grip, c'est perturbant. Ouais.
Et dans ce cas-là, il faut que tu arrives à faire avec le grip. C'est ça? Donc il faut que tu aies la technique, le positionnement pour faire avec le grip, pour qu'il ne puisse pas ni te renverser, ni te recomposer, ni t'étrangler. Parce qu'une main sur le col, elle sert à tellement de choses. C'est ça? Tu vas passer la garde, tu vas te dire choix, je suis passé, en fait tu vas prendre un loop choc, je sais pas, je dis une bêtise, mais tu vois, tu vas te faire étrangler, tu vas dire putain, le plus bel exemple, Toi, c'est ce que je te disais. Tu sens pas le danger arriver. ouais, je sais, alors c'était très à la mode à un moment, et là je vais perdre le nom du type, euh, Non, mais on connaît ton problème de nom. ouais, C'est pas grave. Majid Edge ou un truc comme ça, je sais plus. C'est le mec qui faisait l'étranglement. Tu lui passais la garde et en fait il te faisait un étranglement. J'ai même plus le nom de l'étranglement d'ailleurs. Il était très à la mode à un moment. Tout le monde voulait le tenter. Tu posais les mains sur le kimono et le mec en fait tu le laissais passer la garde et tu venais toi te remettre presque à plat ventre. En fait l'autre il était. Oui, je vois. vois, Enfin, en vidéo, je vois, je l'ai déjà Voilà. vu. Et tu venais tu faisais taper tout le monde. Il avait endormi pas mal de Majid Edge. Majid, ouais, je crois que c'est ça. Bref, si vous vous en souvenez, dites-le moi en commentaire. Cet étranglement-là, il était très à la mode. Et voilà, t'avais plein de mecs qui passaient la garde en pensant avoir gagné leur point. Et au final, dodo, quoi. Parce que tu ne sortais plus de cet étranglement s'il était bien fait. Donc voilà, t'as des leviers supplémentaires. Le rythme est plus lent. Moi, c'est un truc que je remarque sur les gens qui font du kimono et qui me disent qu'ils aiment pas le nogi ou qu'ils ont du mal avec le nogi, c'est parce que justement, ils disent qu'ils peuvent temporiser. Ils Ouais. peuvent tenir, ils peuvent temporiser, et donc tu peux casser le rythme. En fait, voilà, c'est ça. C'est même pas une question de rythme. En vrai, on s'exprime mal. C'est pas de rythme plus rapide ou plus lent. C'est que dans un cas, tu peux Tu casser peux le rythme. bloquer plus facilement. Voilà, c'est ça. Tu peux te dire stop, j'ai décidé que ça ralentit, j'ai décidé d'arrêter le jeu là, on va arrêter le jeu là parce que je sais le faire, parce que j'ai les compétences avec le kimono pour te bloquer. Tu vois. Mais même sans spécialement de compétences, hein. Le fait d'avoir un grip, à partir du moment où tu saisis bien quelque chose, tu vas pouvoir ralentir la personne. Oui, ouais. Alors, il peut te faire Va- sauter tes grips, bien va sûr. dire ça au Mendes. Ouais, Le Mendes. D'ailleurs, Mendes, bel exemple. Les Mendes ont un jeu, si vous regardez bien, où ils ne grippent que très peu. Leur passage de garde et tout ça, ils ne grippent que très peu. En fait, finalement, ils font. C'est limite des passages de Nogi. Tu vois, eux, c'est typiquement le jeu, surtout d'ailleurs Rafael Mendes, si je dis pas de bêtises, où il fait dégripper. En fait, il t'empêche de gripper, il dégrippe très vite, avant même que tu aies vraiment saisi fortement la veste. Il dégrippe très vite, et après, quand il vient, en fait, il ne s'acharne pas forcément, je ne dis pas qu'il ne le fait jamais, mais à prendre le pantalon et à le planter dans le sol. Mais c'est plutôt justement du six grip, enfin, quand on met sa main, on sait comme ça, et il vient, il décale les jambes à droite, à gauche, il rentre au milieu, il rentre, il sort, mais il y a très très peu de saisie. Et quand il prend une saisie, elle est vraiment à la volée pour vraiment accentuer son passage, quoi, le fait d'empêcher la jambe de revenir. Mais c'est plutôt du touche-touche que de la saisie. Et c'est pour ça que son jeu, il est d'ailleurs si virevoltant, entre guillemets. Tu peux pas être virevoltant en ayant des saisies fortes. Rodolfo Vieira, lui, c'était des trucs où il te prenait ouais. au Mais niveau c'est du à genou, crac, pression. il te tendait la jambe, mais il avait les doigts qui allaient avec, tu vois. Donc voilà, mais c'est pas le cas pour tous les combattants en nogi. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il était aussi fort aussi en nogi, en gi, et qu'il était aussi C'est fort en nogi, ouais. D'accord. Donc voilà. Autre chose, l'isolation des membres avec le lapel. Ouah, ça, par exemple, enfin ça c'est, voilà, on le sait tous. On a encore une fois Cocorico, Olivier Michalesco avec sa menotte. On le voit, on voit le résultat qu'il a avec quand il vient et qu'il enroule un des membres, enfin soit le bras ou poignet. même il le fait aussi avec la jambe sur certains aspects. On voit à quel point c'est galère. Enfin moi, il y a un moment, je l'ai travaillé et je l'ai mis en place, le lapel, pas le lapel, la menotte. Et effectivement, quand les fois où tu arrives à bien la positionner, bien la mettre en place, tu sens que ton adversaire, il est vraiment dans la merde. Donc, et ça t'aide vachement. Donc lui qui maîtrise ce jeu à la perfection, quand tu combats avec lui, ça doit être une vraie galère. J'ai jamais combattu avec lui, mais ça doit être une vraie galère. Tu prends quelqu'un qui est fort en warm guard ou toutes ces gardes-là où tu vas enrouler tes jambes dans le lapel. C'est pareil. Avant de désamorcer tout ça et d'avoir la technique pour désamorcer tout ça, t'es dans une vraie galère. Tu vois, moi je sais qu'on me ferait ça, je comprends pas. Mais oui, Je vais être spectateur. ouais, Je vais regarder, ok. Bon bah, Bon, renverse-moi. c'est ça. Moi, je te donne 2 points maintenant ou t'attends un petit peu?
Non, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est un jeu. Même si aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties pour faire sauter ces trucs-là, savoir comment se positionner, tout ça, ça reste quand même des galères. Bon, si on sort du lapel et qu'on parle juste de la Spider, quelqu'un qui a un jeu fort en Spider, et que tu connais pas encore, et même des fois quand tu connais les sorties pour faire sauter la Spider, voilà, quelqu'un qui maîtrise bien cette technique-là, bon, au mieux tu te fais renverser, au pire tu prends un triangle. Hein. Ouais. C'est vraiment la garde pour les gens qui ont le triangle facile, quoi. Le triangle ou l'omoplata, mais surtout le triangle, quoi. Donc c'est une galère. En fait, tu peux perdre bêtement et te dire, putain, et être spectateur, en fait, contrairement au no-gi, en gi, tu peux être spectateur de ta défaite. Oh, en nogi aussi, hein. Ça dépend de l'adversaire que tu as en face. Oui, mais comment dire? Là, je parle même à niveau égal, entre guillemets. Je parle pas de quelqu'un qui serait ultra dominant. Bien sûr, si quelqu'un est ultra dominant par rapport à l'autre, tu peux être spectateur de ta défaite. C'est normal. Le mec, il va tourner autour de toi, genou estomac, pam, 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 il va passer d'une position à une autre. Toi, tu vas être là, tu vas le regarder et tu n'auras pas le jeu pour le suivre. Mais en gi, quand je dis tu peux être spectateur de ta défaite, c'est que des fois, tu es dans des situations où le mec, il t'a tellement bien bloqué sa mère. Est-ce que tu vois le truc arriver? Voilà. Et Et tu après, sais que c'est mort. tu ne peux que réagir, mais à contre-temps, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu donnes ta life pour sortir. Mais voilà, quoi. Je te dis, quelqu'un qui est bon en spider, triangle, il y a des fois, tu es là, tu te dis, tu essaies de sortir, tu fais toutes les techniques que tu as vues dans le panel, et puis le mec, il est toujours là, quoi, tu vois. Donc il y en a qui sont très forts pour recomposer. En fait, c'est-à-dire que tu vas le faire sauter, mais il y en a qui sont très forts pour reprendre la position, pour recomposer. Donc au bout d'un moment, c'est celui qui va fatiguer le plus vite, quoi. Donc voilà, et les étranglements avec la veste. Ah, les étranglements avec la veste. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est quand même une sacrée galère. Hein. On le voit, et ça à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est peut-être la soumission qui passe le plus, c'est l'étranglement quand tu prends le dos. C'est pour ça d'ailleurs que le jiu-jitsu brésilien, en kimono, on va beaucoup chercher le dos. Parce que cet étranglement-là, il est... En fait, tu as tellement de variables, de variations. Tu peux faire le boden arrow, tu peux faire avec le double lapel, tu peux faire avec le lapel d'un côté. Enfin, il y en avait une que j'avais vue que je faisais beaucoup à un moment où tu prends le lapel avec une main et avec l'autre lapel, en fait, tu viens chercher plus bas et tu t'appuies avec ton pied dans le lapel. En fait, et ça, C'est du chinois pour moi. et ça resserre fortement. En fait, quand tu as réussi à prendre le col avec ta main, donc la main qui étrangle, et que l'adversaire t'empêche de prendre la deuxième main, tu vois. Ouais. Et ben en fait, tu descends d'un cran, tu vas plus bas sur le lapel de l'adversaire, et tu mets ton pied, tu prends appui avec ton pied sur le lapel. Ce qui fait que ça va tendre la toile, et donc l'étranglement, il va passer. En tout cas, tu vas pouvoir, parce que tu as besoin, en fait, t'as besoin pour mettre un étranglement avec le kimono, tu as besoin que la toile elle soit vraiment tendue. Tu vois, s'il y a du jeu dans la toile, à moins de faire un bow and arrow ou un loop shock, et encore, le loop shock au début il y a du jeu dans la toile, mais tu viens Après, tu le le resserrer, tu vois. Mais en tout cas, voilà, tu as des étranglements comme ça, si tu dois le faire avec le double lapel, entre guillemets, il faut que ta toile, il faut qu'elle soit tendue. Si tu fais un étranglement pareil en position montée avec la veste, Ouais. il faut que ta toile, il faut qu'elle soit tendue. S'il y a du jeu, ça ne marche pas. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tout. Tu mets une clé de jambe, si t'es pas Oui, mais ça, c'est verrouillé à la mort. oui, bah, c'est comme dans tout. Voilà. Sauf que c'est pas toujours évident en tant que débutant de comprendre le truc. Tu vois? Parce que tu te dis, c'est bon, il y a de la toile, il y a le cou, j'ai la toile sous le cou, ça va taper. En fait, Moi, j'ai non. du mal. Hein. J'ai du mal à mémoriser les techniques. Hein. Bah, parce que tu pratiques pas. Ouais, mais même quand on monte, ça rentre pas. Oui, mais parce que tu pratiques pas. C'est-à-dire que c'est comme pour tout. Tiens, un plus bel exemple, tu fais un stage, le mec il va te montrer 20 techniques, parce que tu as des... Enfin, je sais pas, je vais peut-être loin, mais tu sais, tu fais un stage, en général, tu vois 5-6 techniques, tu vas en retenir une qui va te parler, les autres, si tu les pratiques pas, ça y est, tu les as oubliés. Tu vois, ça nous est arrivé pour tous les stages. Si tu pratiques pas derrière, t'oublies. Donc toi, si tu mets la veste une fois, je te montre la technique, et que tu la mets que 6 mois après, bah non, ça devrait rester. Ouais. Peut-être que tu me l'expliques mal. T'es pas un génie, c'est pour ça. Tu me l'expliques mal. Tu n'as pas de mémoire eidétique. Attention, on rentre dans le scientifique. Mais tu vois, en nogi, si.
Mais parce que tu as la logique, parce que tu le pratiques tout le temps. Mais même sans en faire, même en débutant, quand j'ai débuté, je trouve ça beaucoup plus simple d'apprendre une technique nogi, visuellement, quand je Ouais. la vois, que en kimono. Kimono, ça rentre pas. Le visuel, déjà, ça rentre pas. Quand je regarde les kimonos, je m'en mêle dans. Je Ouais, sais pas si mais tu vois ce que je veux dire. non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que aussi c'est parce que tu sais, c'est comme pour tout, tu sais, tu as une logique qui est plus adaptée au nogi, et tu en as d'autres, ça sera l'inverse. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que il y en a certains qui ont une sensibilité qui ne peuvent pas voir l'autre discipline, tu vois. Ben, moi, j'ai du mal à regarder, hein. Enfin, je peux pas regarder une compétition de kimono. Ouais, mais quand je disais voir, je parlais même de la voir, de la pratiquer, tu vois. Même pas, tu sais, tu leur dis, tiens, tu vas mettre la veste, ils disent, non, le mec il a un haut le cœur, et vice versa. Ouais. Il y en a, tu leur dis, non, tu vas tourner en nogi, ils te disent, non, je tourne pas. Il y en a plein, moi, Après, j'en connais plein qui veulent je pas. pense qu'il y a aussi une question d'ego. Quand tu es bon dans ta discipline, c'est difficile de se dire, allez, je vais mettre la veste, et ça se trouve, je vais me faire traîner par un mec que je viens de fumer en nogi. Oui, ouais, peut-être. Il y a ça aussi, je pense. Ouais, peut-être. Mais il y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi du goût, tu vois. Non, c'est clair qu'il y a aussi du goût, mais après, Moi, ça coûte rien, tu moi vois, personnellement, je suis sur un cours de Guy, tu me dis, tiens, tu veux qu'on s'en fasse un en nogi, je vais pas dire, bah non, je suis dans un cours de Guy, tu vois. La Mm. veste, elle est partie avant même qu'il ait fini sa phrase. Non, mais parce que toi, tu kiffes ça. Mais c'est ce que je te dis, tu vois, et même Mais si... tu kiffes même- ça et t'es fort dans ça en plus. Ah, je suis plus fort dans ça, bien sûr. Mais même si je suis loin d'être ridicule, enfin je l'espère, en kimono, ça me saoule de faire du kimono. Je le fais vraiment, limite des fois je me force. De temps en temps je prends du plaisir, quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je prends du plaisir à le faire. Mais c'est vrai que oh, des fois ça me gonfle. Mais Ça pourquoi me t'en gonfle. fais? Parce que je pense que ça me fait du bien tu sais, de prendre. Moi j'aime bien prendre des claques aussi. Non mais ça c'est mon truc à moi, tu vois. J'aime bien, tu vois, j'aime bien prendre des claques, j'aime bien le fait de me faire de temps en temps taper et tout, de me dire voilà, parce que ça me permet d'apprécier encore plus le nogi. Tu vois. Oh le mazo. Non mais voilà. Et puis il y a des fois où les planètes sont alignées pour moi et en kimono je vais faire des trucs extraordinaires. Après, là, à partir de cette saison, là, j'ai commencé à donner des cours en kimono, ce qui fait que je vois le kimono aussi différemment. Je pense, bon, ça, l'enseignement, hein, ça, on en a déjà parlé, je crois, mais ça t'ouvre d'autres perspectives. Tu peux Ouais. très bien commencer à apprécier quelque chose quand tu commences à l'enseigner parce Ouais. que tu commences à rentrer dans le détail, tu vois. Moi, le fait là, de regarder des techniques, de vraiment de me poser sur du kimono, de voir De revoir justement les de bases en sortir de profondeur. voilà, et de sortir de mon jeu col-manche basique, quoi. De Oui. devoir expliquer à mes élèves comment on fait une spider lasso, un berimbolo, un machin. Bon, même si le berimbolo, je le faisais déjà. Mais tu vois, je revois les grippes. Et ce qui fait que je pense qu'à terme, je serai meilleur en kimono. Parce que je vais rajouter des choses à mon panel. Pas tout, parce qu'il faut pas tout rajouter. Mais je vais rajouter des choses à mon panel et je vais me concentrer sur le kimono. Mhm. Moi, c'est pas pour ça que je kifferais plus le kimono, tu vois. Mais, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va m'apporter. Et je pense que je prendrai un peu plus. En fait, je pense que c'est comme tout. Je crois que moi, après, ça dépend de chacun, hein. Je suis un enseignant. J'aime coacher. Et je pense que je vais prendre du plaisir à enseigner le kimono là où j'en prendrais pas forcément À le pratiquer. à le pratiquer, tu vois. Ouais. Parce que là, je kiffe enseigner le kimono. Mais je crois que tu kiffes enseigner tout court. C'est pas faux. C'est pas faux. Je dirais même que c'est très vrai. Bon, finalement, parce qu'en revenant à nos moutons, les deux apportent leur lot d'adaptation, donc à réaliser. C'est d'ailleurs pour ça que quand à l'approche de la DCC, les combattants vont faire les deux disciplines. Ouais. Tu vois, enfin les deux disciplines. Non, n'importe Ils vont quoi. faire que du Ils vont nogi. faire que du nogi. C'est ça. C'est-à-dire que si c'était si simple que ça, la transition, on retirerait la veste et on partirait faire la DCC. Non, on l'a vu au dernier ADCC notamment, il y a énormément de combattants qui sont partis à la Daner d'Esquad pour apprendre ne serait-ce que ce qu'est une clé de talon pour mieux la défendre. Je pense que l'idée derrière, c'était pas forcément de les mettre, mais c'était plus de connaître le mécanisme pour défendre la clé. Parce qu'ils ont compris que là, il y avait une vraie transition, un vrai changement qui s'était fait dans le game et qu'il fallait commencer à le travailler. Ouais. D'autant plus aujourd'hui, comme on a dit, avec le règlement qui a changé en marron-noir à l'IBJJF.
Donc voilà, il fallait se perfectionner. La transition n'est donc pas facile quand on passe en no-gi. Encore une fois, là, on part sur un niveau, tu sais, on est niveau World ou ADCC. Sur l'élite. Voilà. Peut-être que c'était moins le cas à l'époque. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a des combattants qui soient concentrés à 100% sur le no-gi, ça prouve bien que quand même Que les règlements soient différents. que le règlement soit différent, mais tu sais que le fait qu'il y ait des gens qui soient perfectionnés sur le no-gi et qu'on va apporter un panel technique beaucoup plus vaste, beaucoup plus varié, beaucoup plus précis, ça prouve bien qu'aujourd'hui, les gens qui font du kimono, eh ben, ils peuvent pas justement retirer la veste et arriver. Il faut vraiment qu'ils se préparent, il faut qu'ils se perfectionnent, il faut qu'ils s'imprègnent du no-gi, du rythme, on a dit, du rythme, des changements d'attaque, du manque de grip, De la lutte. de la Qui a lutte, pris une grosse part importante dans le no-gi. Exactement. Exactement. Là où, même en kimono, hein, de toute façon, le debout. Alors ça lutte, ça commence à. Ouais. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, c'est pas la même lutte. De toute façon, à partir du moment où on a des grips, forcément, c'est un judo lutté, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il faut vraiment, vraiment s'adapter. Donc, après, il y a une réalité, on en a déjà parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué en blaguant, mais c'est vrai. C'est beaucoup plus facile de passer du gi au no-gi que l'inverse. Pour une raison qui est très simple, et personne n'en parle véritablement, enfin quand je lis les commentaires personne n'en parle, c'est que c'est facile de retirer la veste. T'es dans un cours de gi, tu viens, on te dit tiens on fait un no-gi, ou aujourd'hui on va faire une séance no-gi, tu retires ta veste, ça y est, t'es prêt. Par contre, t'es dans un cours de no-gi, tu te dis bah tiens si on faisait un peu de gi... Déjà, t'es dans un cours de no-gi, t'as pas de gi sur toi. Bah c'est ça, Déjà. c'est que t'as pas de gi sur toi et t'en as peut-être même pas acheté quoi. Si t'en as Bah, jamais c'est fait. sûr que t'en as pas acheté. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que aussi pourquoi on peut penser que la transition elle est plus facile, parce que l'opportunité de faire du no-gi quand on fait du gi est beaucoup plus grande, Mhm. elle est plus régulière. Donc voilà quoi. Donc je pense que déjà il y a ça qui joue. Il y a ça qui joue énormément. Qu'est-ce que tu verrais d'autre toi? Attends, t'as parlé pour les différences du rythme. Donc, le rythme, les soumissions, la variété technique, Mhm. les grips. Les grips, les leviers, l'isolation des membres, les étranglements avec la veste, enfin en tout cas voilà, les soumissions avec la veste. Ouais, c'est les principales différences. Hein. Ouais, mais dans cette transition, il n'y a pas un truc qui te parlerait, qui te revient, que tu aurais vécu, que tu aurais constaté? Non. Parce qu'on a Bah vu en fait, que- moi je tourne essentiellement avec toi quand je mets la veste. Et je m'en sors parce que, comme tu le disais, t'as pas un jeu de kimono en fait. Tu tournes pas, tu fais du grappling en gi. Ouais. À peu de choses près, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais te comme fais je chier- en fait, te connais fais chier sur certains vraiment trucs. ton jeu en no-gi, c'est pratiquement le même en gi. Ouais. Je me retrouve dans les mêmes positions, tu vois, il n'y a pas un changement. Ouais. Si, le gros changement, c'est que, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, si je place mon lapel sous ta Tu cuisse, places ton lapel. ce qui fait que je suis beaucoup plus fort sur mes renversements. T'es beaucoup plus fort sur tes renversements, mais tu le fais déjà en no-gi, sauf que tu rentres ton bras sous ma cuisse, tu vois, quand tu rentres profond en demi-garde. Oui, mais mon levier, il est beaucoup plus fort. Ton quand même levier, il est avec le beaucoup lapel. plus fort, mais le renversement est plus ou moins le même. Je sais je comprends le sens. Ah Tu vois, bah je oui, comprends ouais, le bien sûr. sens du renversement, je sais où je vais plus ou moins tomber, donc je sais où placer mon poids. Ce qui fait que j'arrive plus ou moins à m'en sortir. Après, t'attaques tes saloperies de clés de jambe à chaque fois. On se rattrape à ce qu'on peut. Donc effectivement, ça change pas grand-chose quand on tourne tous les deux. Après, j'ai Après, tourné- quand même, parce qu'on va croire que quand même, je te renverse plus facilement, je te stabilise plus facilement, je t'attaque plus facilement quand même avec la veste parce que tu peux moins facilement te mouvoir aussi. Ça, Tu vois, c'est sûr. sur les passages, Ça, c'est sûr. sur tous ces trucs-là, tu es beaucoup plus en galère quand même si Moi, je suis tu en as le galère sens, pour, mais t'es plus en galère quand même. pour recomposer. C'est ça, mais donc t'es plus en galère. Ouais. Parce que Sur les justement, saisies de pantalon surtout. En Ouais. fait, sur les saisies de manches, ça va, plus ou moins. Mais les saisies de pantalon, je suis perdu. c'est ça. Dès qu'on attrape mon pantalon, qu'on décale mes jambes, Oui, t'as pas ce réflexe, Ouais. t'as pas les réflexes de tenir une manche par exemple pour revenir face. Parce que quand on je tient sais le pas pantalon, où tu peux- pousser, je sais pas où attraper, je sais pas. Parce que souvent, c'est pas. Tu vois, un truc tout bête, tiens, j'ai un exemple qui vient en tête. On te prend le pantalon, tu vas prendre une manche, tu sais, du même côté. Tu vas prendre la manche du même côté. Et en fait, au lieu de chercher à remonter tes jambes,
tu vas chercher à lui croiser le bras, tu vois, Ouais. de l'adversaire pour t'appuyer sur cette manche-là pour ensuite revenir face. Tu vois, Ouais. c'est un truc tout bête, mais ça, c'est un truc qui est pas forcément, c'est pas naturel. Tu vois, toi, quand on va essayer de te passer, tu vas essayer de remettre tes jambes à l'intérieur, tu vas Mhm. essayer de repousser les hanches, tu vas essayer de peut-être de passer en orange ou quelque chose comme ça, tu vois. Et ça, quand on te tient, bah forcément, c'est pas possible. Ou alors c'est beaucoup plus dur. Ouais. Mais par contre, juste ce truc de prendre une manche comme ça et de la fixer, moi j'ai des mecs que je connais, ils te tiennent la manche du début à la fin du combat, quoi. Et juste avec cette manche-là, tu les passes pas, par exemple. Tu vois, je suis incapable. Moi, de toute façon, au bout de 2 minutes, j'ai plus de bras. Hein. Oui, parce que ton corps, il est pas Complètement habitué, tétanisé. il est pas habitué à ça. Ton corps, il n'est pas habitué à la saisie du kimono. Mais d'ailleurs, tu peux être tétanisé aussi quand tu fais la transition du gi vers le no-gi. Hein. C'est pareil, puisque vu que c'est pas les mêmes saisies, c'est pas les mêmes accroches, tu peux tétaniser dans un sens comme dans l'autre. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, j'en vois qui musculairement fatiguent énormément quand ils font que du kimono et que je combats avec eux en no-gi. Tu vois, ils fatiguent énormément, ils tétanisent énormément parce qu'il y a il y a des grippes de lutte, tu sais, on contrôle différemment, vraiment, tu sais, t'engages un peu plus, t'as des, enfin, c'est pas la même chose. Tu vois, tu tires, tu pousses, tu tires la tête, tu viens, tu saisis différemment. Tu vois, les accroches, elles sont différentes. Tu vois, quand tu saisis un kimono, tu saisis avec les doigts, tu vois. Ouais. Quand tu saisis quand tu saisis en no-gi, tu saisis à pleine main. Donc forcément, musculairement, et tu le sens. Tu vois, regarde, t'as juste à le faire. Tu fermes tes doigts comme si tu tenais en spider et tu ouvres ta main comme si tu tenais en no-gi et tu Ouais. sens que musculairement, au niveau de l'avant-bras, il se passe pas la même chose. Ouais, ouais. Tu vois. Donc forcément, tu vas tétaniser. Voilà, cours d'anatomie, on est en première année de médecine. Donc, faites-le chez vous. Faites-le chez vous. Je vous invite à le faire. Tu sais, c'est comme ceux qui t'hypnotisent à distance. Vous fermez le bout des doigts, juste comme si vous teniez une manche pour faire une spider, et vous ouvrez la main pour saisir, comme si vous saisissiez un poignet. Et ben vous allez voir que ça contracte pas au même niveau. Donc forcément, c'est pas les mêmes applications. Donc tu peux tétaniser dans les deux cas. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même de tout ça. Donc finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un débat? Bah non. Parce que bon, on le savait déjà en Avant de préparant commencer. le truc. En fait, ouais, on a trop tendance à penser que c'est les mêmes sports, mais c'est pas les mêmes sports en vrai. Moi, je pense qu'il faut les différencier. C'est pas les mêmes sports. C'est comme la lutte et le judo. Ouais. C'est très ressemblant, mais c'est pas Ouais. les mêmes sports. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça veut pas Non, dire que c'est trop différent la lutte et le judo. Je dirais plus lutte gréco-romaine, lutte libre. Tu vois, t'as un truc où t'as une arme en plus. Ouais, non, moi je dirais lutte et judo parce que alors attention, judo avant quand on avait le droit de Ouais, saisir les ok, gens. ouais, non, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, ok. Ouais, Ou, oui. ou la lutte et le sambo. La lutte et le sambo, c'est peut-être un meilleur exemple. Ouais. Tu vois, sans parler de Ouais, judo, ouais, peut-être le ouais, sambo parce que ok. le sambo c'est de la lutte avec Mais c'est vrai, lutte et judo, à l'époque où tu pouvais rentrer dans les jambes en judo. oui, Ouais. où tu pouvais Ouais. saisir une jambe, c'était la Ouais, même chose. ouais, Sauf que exactement. dans un Ouais. cas, tu as la veste et que ça crée d'autres problèmes, d'autres problématiques. Mais ça veut pas dire que l'un sera meilleur que l'autre, mais tout dépend de qui va réussir à imposer son Mhm. jeu, tu vois. Et donc voilà. Donc je verrais ça comme ça, effectivement. C'est deux disciplines différentes, et c'est pour ça que on aurait tout intérêt à les voir vraiment dissociées, même au sein de la fédération. Tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, et qu'à terme, c'est peut-être sûrement ce qui va arriver avec des vrais grades gi et des vrais grades no gi. Moi, Mhm. je milite vraiment pour ça, hein. Parce que de toute façon, ça se fait, et c'est une hypocrisie, on l'a déjà dit, de dire que ça ne se fait pas. Ça se fait, il y a des grades gi, il y a des grades no gi, on le sait, la dernière des squads, la plupart, ils n'ont jamais mis une veste et ils sont black belt. Thomas Loubersan, il fait premier numéro 1 IBJJF, il a jamais mis une veste, il est ceinture noire. Et ça ne me choque pas. Nicolas Régnier, pareil, ça ne me choque pas. Après, ouais, ils sont ceinture noire de lutte à livrer, mais de JJB aussi. De JJB Nogi. Oui, voilà, non mais c'est ça. D'ailleurs, je vais en parler de ça, l'out à livrer JJB, parce que ça aussi, c'est un truc, je vais en profiter de là pour en parler. Mais donc ça ne me choque pas vraiment, tu vois, c'est vraiment, pour le coup, pourquoi stopper quelqu'un qui voudrait faire que du no-gi? Parce que ça arrivera que dans ce sens-là, en fait, puisqu'en kimono, il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, tu passes tes Il a grades ses grades, ouais. tu passes tes grades en kimono. Mais quelqu'un qui voudrait faire que du no-gi, pourquoi vouloir le stopper et l'obliger à faire du kimono pour dire écoute mon gars, si tu veux passer des grades, il faut que tu passes par le kim. Bah, on va te dire qu'il fasse de la lutte à livrer. Ou pas s'il n'a pas envie, parce que justement, je vais en parler après. Ou je vais en Ouais, parler mais maintenant. c'est l'élément qu'on va te rétorquer, tu Je vais en vois. parler maintenant. Et ça, c'est tout bête. Moi, donc, je n'enseigne que le no-gi.
D'accord, je fais les deux, mais je n'enseigne que le no-gi. Je n'enseigne que le no-gi, et pourtant, j'ai une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, je fais passer des Non, grades en t'enseignes le jiu-jitsu. gi depuis cette saison. Oui, non, mais dans un autre club. Oui. Oui, non, mais je veux dire, Non, mais je te dans mon dis. club principal. Ok. Oui, merci de me reprendre sur ma vie personnelle. J'enseigne le gi, effectivement, dans un club, avec l'association du judo et tout ça. Enfin, voilà, une association de judo. Donc là, bon, c'était cohérent que ça se passe en gi, puisque de toute façon, c'est aussi pour les faire progresser dans leur judo. Parce que dans le judo, il y a de plus en plus de sol. Parenthèse fermée. Mais dans ma première association, je n'enseigne que le no-gi. Mais je n'enseigne que le no-gi, mais j'enseigne pas la lutte à livrer. Je peux pas faire passer des grades de lutte à livrer puisque je ne suis pas gradé en lutte à livrer. On est d'accord. Par contre, je suis gradé en JJB. J'ai une ceinture noire. Alors on pourrait me rétorquer, oui, mais si tu es à la FFL, tu peux donner des grades FFL. Oui, certes, je le fais. Les gars, on va pas se mentir. C'est de l'administratif, les grades FFL. Ouais. Voilà. Ça n'a aucune valeur. C'est plus pour atteindre un diplôme. Donc voilà, je dis pas, hein, on les a passés, moi j'ai mon grade noir et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas représentatif d'un niveau, Mais- un grade FFL. Merci. Alors, à tort, parce que peut-être que c'est parce que tout le monde réagit comme ça que ça représente pas un niveau. Parce que si demain, tout le monde à la FFL fait passer des grades FFL pour la valeur qu'ils doivent avoir et qu'il y a une vraie reconnaissance, et donc, de fait qu'il y aura une vraie reconnaissance du grade, bon, là, ça changerait la donne. Maintenant, force est de constater que la plupart des mecs qui tournent en FFL, c'est des mecs qui sont gradés en jiu-jitsu brésilien ou en lutte à livrer. Et ou en lutte à livrer. Donc, voilà. Maintenant, la lutte à livrer et le jiu-jitsu brésilien, enfin souvent, c'est pas ça que je voudrais dire, c'est que souvent on pense que je suis un pratiquant de lutte à livrer. Et souvent les gens sont surpris quand je dis bah non, moi je fais du jiu-jitsu brésilien, je suis gradé en jiu-jitsu brésilien, j'enseigne le no-gi, le JJB no-gi. Et donc souvent on me dit ouais c'est de la lutte à livrer. Non, pas forcément, parce que l'approche, elle est quand même différente. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait du kimono, ça induit quelque chose dans ma pratique du no-gi. Ouais, dans ta vision. Alors maintenant, c'est vrai que dans le débat, aujourd'hui, je trouve que la lutte à livrer se rapproche en termes de panel technique du JJB. Tu vois, là de plus en plus, on voit Flavio Peroba, par exemple, qui lui est de toute façon ceinture noire dans les deux disciplines et qui vient aussi du jiu-jitsu brésilien à la base. Aujourd'hui, quand on voit son style, il s'approche, tu pourrais croire, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, il enseigne le no-gi, tu vois. Il met plus trop lutte à livrer en avant, c'est du no-gi. Donc il ne précise pas si c'est JJB ou lutte à livrer, mais pour moi, voilà, maintenant, effectivement, il y a une discipline qui commence à pointer le bout de son nez, c'est le no-gi. Mais dans le no-gi, tu peux très bien faire de la luta, tu peux très bien faire du jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut dissocier les deux, à mon sens. Et c'est pour ça aussi que ce débat, pour moi, il n'a pas lieu d'être, parce que de toute façon, pourquoi mettre une discipline au-dessus d'une autre? Ouais. C'est uniquement une question de préférence, en vrai. C'est ça. En fait, si ton appétence, si tu te sens bien dans une des disciplines, tu vas forcément vouloir, en fonction de ton affection pour cette discipline, tu vas vouloir la mettre au-dessus de l'autre. Mais non, c'est deux disciplines différentes qui ont deux approches, on a dit, et deux adaptabilités à avoir différentes. Donc pour le coup, il n'y a pas de débat. Il faut arrêter avec ce débat. Ouais. Là, on est en fait vraiment, on est rentré dans le truc de l'époque où est-ce que le karaté est meilleur que la boxe? Est-ce que tu sais les débuts de l'UFC quoi? En fait, nous dans le jiu-jitsu brésilien, j'ai l'impression qu'on est resté, du moins en France, parce que je sais pas si ça se passe pareil à l'époque, à l'extérieur, je sais pas. Là, je parle d'en France. J'ai l'impression qu'on est resté à cette époque-là de qui est le meilleur, de qui sera le plus efficace. La personne qui vient dans le club et Sauf qui te que dit, c'est pas. On peut pas quantifier comme ça, c'est pas possible. Parce que le grappleur qui va mettre la veste, forcément, il sera moins fort que l'expert du Kim. Dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, comment on peut mesurer? Eh ben, il y en a un qui met le kimono et l'autre qui le met pas. Tu vois? Mais là, ça avantage le grappleur. Ou pas. Tu peux te servir. Moi, je trouve que ça, pour le coup, ça avantage le grappleur. Alors, s'il met des grippes. Parce qu'il a pas ses grippes. Alors, ou pas. Et alors là, tu vois, c'est là où on va pas être d'accord, entre guillemets, et ça nous arrive souvent. Mais on en débat.
Pourquoi? Tu viens, tu es en kimono, l'autre il est sans kimono. Il se dit, chouette, je vais avoir une arme supplémentaire par rapport à mon adversaire. Je vais saisir son kimono. Ouais, non, ça serait une erreur. Mais il y en a qui vont le faire, et parce qu'il est là. Donc tu vas te dire, bah, je vais le saisir. Sauf qu'en fait, comme tu sais pas le saisir, tu vas faire des Tu vas erreurs mal dans le ta saisir, stratégie. oui. Voilà. Maintenant, les étranglements, enfin les clés, tu les fais avec le kimono de ton adversaire, mais tu le fais aussi avec ton kimono. Quelqu'un qui vient et qui t'étrangle avec son lapel, c'est une arme supplémentaire. Ouais. Tu peux le faire. Tu peux attaquer un Ézéchiel. Tu peux attaquer, tu vois, un Ézéchiel, c'est quand tu viens étrangler avec ta manche. Enfin, tu sais, tu viens rentrer les doigts dans ta manche. Ouais, et je vois. T'as encore des armes supplémentaires par rapport au Nogi. Tu vois. Maintenant, ça veut pas dire qu'il arrivera à les mettre en place. Mais ça veut pas dire que ça sera plus facile. Tu vois, ça veut pas Je dire vois que quand même un grappleur avantagé. Je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je crois, Gurama, c'est ça où ils font où ils s'affrontent. Guruma. Guruma, ouais, c'est ça. Guruma, où ils s'affrontent. La Ouais, chaîne YouTube là? ouais, ouais, ouais. C'est pas Alors, mal ça. J'aime bien le petit combat là. T'aimes bien, mais moi je regarde pas assez. Donc toi qui regardes, parce qu'ils s'affrontent en gi, en J'ai nogi. pas tout regardé, mais j'en regarde souvent. Et donc, Ils s'affrontent pas grappleur contre. non, Ils font un nogi, premier combat en gi, un deuxième en nogi, et voilà. mais souvent t'en as un qui a une prépondérance pour l'un ou pour l'autre, non? Ouais, non, ça se vaut, hein. Ça se vaut? Ça se vaut. Ça dépend, franchement, ça dépend des adversaires. C'est pas. D'accord. Sinon, il y avait aussi à l'époque, c'était comment Sébastien là, qui faisait son sub-only, ça s'appelait comment son HBI. sub-only? L'HBI, Honor Battle Invitational. Bah lui, il me semble qu'il a fait Il a fait des combats combats gi contre nogi. Mais si on avait bien fait notre travail, on aurait regardé pour Ouais. voir. Mais après, ça dépend encore une fois, parce que ça dépend du niveau de chacun. Je pense que la disparité des niveaux, elle était là dans cet événement-là. Enfin, tu sais, des fois, il n'y avait pas forcément un niveau égal. Donc bon, est-ce que ça. Parce que c'était un peu à celui qui voulait combattre, tu vois. Donc, Ouais. est-ce que vraiment c'était représentatif ou pas, je ne sais pas. Et puis encore une fois, comme on l'a dit au début, tout dépend du niveau de pratique. Oui. Plus on est proche du début, plus les niveaux se valent. Plus on va monter, plus on se rapproche de l'élite, plus la transition elle est compliquée. Maintenant, moi, le dernier point que je me suis fait, la dernière réflexion que je me suis faite, c'est que comme le Nogi il va prendre beaucoup d'ampleur, là, il a déjà commencé et ça va continuer à se faire parce que plus visuel, parce qu'il est privilégié dans les événements médiatisés, parce qu'il rapporte plus d'argent. Je pense il va y avoir de plus en plus de combattants 100% Nogi qui vont faire exploser le niveau, en fait. Et donc, c'est pas dit que la transition à l'avenir sera si facile que ça. Tu vois, plus il va y avoir de l'explosion technique, plus il va y avoir de la variété technique, plus des gens vont créer des nouvelles approches, des nouvelles techniques, des nouvelles, tu vois, des nouveaux pièges en nogi, tu vois, qui seront entièrement différents de la pratique du kimono. Et que si tu ne les travailles pas, tu te feras piéger comme les autres, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'avec ça, par exemple, je sais pas moi, la rubber guard, je prends un exemple, mais tu sais, quelqu'un qui a fait que du 100% nogi, qui a fait évoluer la discipline, et dit bravo avec sa rubber guard. Et ses élèves qui font encore évoluer la discipline. Tu vois, qui font encore évoluer la rubber guard avec des indulotines, avec des trucs comme ça. Si tu fais du nogi et que tu te méfies pas, si tu fais du gi et que tu arrives en nogi et que t'as jamais vécu ça, tu vas pas te méfier, tu vas prendre une rubber guard, tu vas te dire ouais bon ok, il m'a contrôlé, et puis finalement, en fait, tu vas te retrouver dans un bourbier. Ah, où mais tu tu vas vois, te mettre. ils performent pas plus que ça. Euh, Sur leurs événements à eux, oui. Oui, Mais sinon, oui, mais alors, tu vois, il y a pas longtemps, on fait encore une petite parenthèse, il y a pas longtemps, j'ai un peu creusé là-dessus, et je me suis fait la réflexion avec le live avec l'épisode là de Samy the Grappler là, avec Renaud CDK. Tu sais, où il parlait justement d'Eddie Bravo. Et en fait, je pense pas que ça soit vraiment le côté technique qui leur fait défaut, c'est plutôt l'approche. En gros, ils ne cherchent pas les points. Et dans le système IBJJF, tu as tout intérêt quand même à les chercher quand même. Tu vois, ouais, ils ouais. cherchent la soumission. Et donc forcément, quand tu cherches la soumission, que la soumission, forcément, tu vas peut-être pas gagner tes combats. Ouais, donc vois. ça serait plus un réglage d'après toi à avoir. C'est plus de la stratégie que de la technique. Donc c'est peut-être ça, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, ah oui, peut-être que c'est pour ça.
Tu vois, le fait de chercher du sub-only, on le voit avec Gary Tonon. C'est une possibilité. Gary Tonon qui lui est à fond dans le sub-only et qui n'a jamais performé en IBJJF, là où il a performé à la DCC ou dans les sub-only, tu vois, ou là en MMA. Et donc, tu vois, il y a peut-être ce règlement-là aussi qui fait que tu performes pas, que ton style n'est pas adapté au règlement. Parce qu'on se base, en fait, pour dire ça, on se base que sur l'IBJJF, on se base pas dans la globalité, tu vois. Donc, parce que tu l'as dit toi-même, à part dans leurs événements, mais pourquoi dans leurs événements? Parce que c'est un règlement est adapté à leur jeu. Ah oui, c'est du sub-only. Donc voilà quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, si j'ai une phrase à dire, c'est pour tous ceux qui écouteront ce podcast jusque-là, c'est arrêtez de vous poser cette question, juste pratiquez, kiffez. Si vous kiffez le no-gi, faites du no-gi. Si vous kiffez le gi, faites du gi. Tant que vous kiffez, en fait, on s'en fout de savoir quelle est la transition la plus dure. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est une guerre d'ego, c'est un concours de quéquette. On s'en fout, véritablement. Ce qui compte, c'est que, quelle que soit la discipline qu'on va faire, du gi ou du no-gi ou les deux, c'est de la faire évoluer et de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus technique et qu'on prenne de plus en plus de plaisir à le faire, de la rendre de plus en plus efficace. Ouais. On s'en fout de savoir qui du gi ou du no-gi est le plus fort. Qui C'est du beau. tennis ou du badminton est le plus fort. C'est beau ce que tu dis. Bah ouais, je sais, c'est mon côté philosophe. Je suis un peu le philosophe des arts martiaux. Je vais peut-être changer le nom. Le JCVD. Le JCVD, je suis aware. Oh putain. Oh là là, je fais partie du wokisme. Il fallait sortir le terme. Du quoi? Le wokisme. C'est quoi ça? Oh là là, mais tu suis vraiment plus l'actualité, toi. Ouais, je t'expliquerai hors hors sinon antenne. on va faire 2 heures de podcast. Et les gens n'ont rien à foutre en plus. Donc, rien à voir avec le moonwalkisme. Ça, c'était c'était Michael Jackson qui a mis ça en place. Oh là là. Il est temps de couper l'antenne là. On est fatigué. Et pourtant, celui-là, on le fait en pleine journée. Ouais, il est midi. Il est midi. Je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac et allez voir ailleurs si j'y suis. Allez. Bon, This is. là-dessus, le rap, c'était mieux avant, comme on dit. Donc je pense qu'on a tout fait, on a parlé de tout. Kiffez votre pratique. N'hésitez pas quand même à nous faire un retour sur si vous êtes d'accord avec nous, que ce débat est stérile et qui ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose contre les gens qui lancent ce débat. Hein. Il sert à rien, mais il est légitime. On en parle aussi, donc. Voilà, c'est ça. Il sert à rien, mais il est légitime. Parce que effectivement, de tout temps, c'est toujours. On s'est déjà demandé aussi. Hein. Et on s'est déjà posé la question. Mais c'est vrai que plus on se pose la question et plus je me dis que la question, elle sert à rien en vrai. En tout cas, aujourd'hui, avec l'évolution. C'est-à-dire la question qui était valable il y a quelques années, aujourd'hui, pour moi, elle a plus lieu d'être. C'est vraiment ça. Donc kiffez. Si vous kiffez le no-gi, faites du no-gi. Si vous kiffez le gi, faites du gi. Comme disait Bunaimin, aimez-vous les uns dans les autres. Et surtout, arrêtez de vous prendre la tête. Sur ces bonnes paroles, j'ai fait trop de citations de tout le monde. Oh là là. Temps. Oh, le name dropping. Donc, je vais faire notre citation à nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Ciao.